Bonjour Pascal Boniface et merci d'être sur France 24. Bonjour. Vous êtes directeur de l'Institut de Relations internationales et stratégiques, l'IRIS. Votre dernier livre, Permis de tuer, Gaza, génocide, négationnisme et Asbara aux éditions Max Gallo. La situation reste volatile et instable, a dit Emmanuel Macron tout à l'heure. Vous partagez la vision du président ? C'est le moins que l'on puisse dire, puisque le président américain, qui est quand même l'homme fort dans le monde, a annoncé une trêve que son meilleur allié, Israël, n'a pas suivi et que l'Iran n'a pas suivi non plus, mais les moyens d'influence sont moins importants, effectivement. Et donc, effectivement, on ne sait pas comment ça va se terminer. Et il est rare de voir le président Trump aussi agacé publiquement contre Israël. Généralement, il ne critique pas Israël aussi fortement que cela. Et donc, c'est quand même un signal très fort qui envoie à Israël de demander un cessez-le-feu parce que Trump veut montrer que ses propres bombardements, les bombardements américains, ont mis fin au problème. Et si Israël continue à bombarder, c'est que le problème continue d'exister. Donc vous présagez une poursuite de la guerre ? Alors non, parce qu'Israël ne peut pas non plus prendre le risque d'avoir des conflits avec le président américain et avec Donald Trump, qui a un très fort soutien. Et donc, il y a quand même un risque très calculé de la part d'Israël de stopper pour ne pas perdre le lien avec Donald Trump, qui, une fois encore, a été rarement aussi offensif verbalement contre Israël. Donc, on peut penser qu'après ce rappel à l'ordre, normalement, en fait, l'honneur de chacun est sauf. Israël peut dire que le problème est réglé parce que les ennemis ont bombardé. L'Iran peut dire que le problème est réglé parce qu'il a répondu à la riposte américaine et Donald Trump a dit que c'est une riposte mineure qu'il a lui-même acceptée. Et en fait, lui-même a accepté une riposte iranienne sur les forces américaines au Qatar et c'est Israël qui réagit. Donc, normalement, si la logique l'emporte, mais la logique n'est pas toujours au rendez-vous au Proche-Orient, le cessez-le-feu devrait rentrer en vigueur après ce dernier rappel à l'ordre du président Trump. Est-ce que c'est Israël qui a le plus à perdre, entre guillemets, avec ce cessez-le-feu, étant donné sa supériorité ? Netanyahou aurait voulu aller plus loin, bien sûr. Oui, mais aller plus loin pour renverser le régime, qui est l'objectif israélien, veut dire envoyer les troupes au sol et personne ne le veut. Et en fait, Israël peut continuer à bombarder l'Iran. L'Iran peut subir de terribles dommages, effectivement, parce qu'il n'a pas les moyens militaires de lutter contre Israël. Mais ce n'est pas comme cela qu'on va renverser le régime iranien. Il faut des troupes au sol pour renverser un régime. Et ni les États-Unis ni Israël ne veulent en envoyer. Et donc, en fait, là, Israël est dans une impasse. Ils peuvent dire on a obtenu ce que l'on voulait, le programme nucléaire iranien est tellement gravement endommagé que le risque de prolifération est écarté. Ce sont les propos de Donald Trump. Donc, Israël a plutôt intérêt de suivre cela. Et ensuite, continuer à bombarder, ça peut rentrer dans un engrenage qui ne finit pas, avec aussi le fait que les alliés arabes du Golfe, Arabie Saoudite, Émirats et Qatar des États-Unis font pression pour un cessez-le-feu parce qu'ils n'ont pas envie d'être eux-mêmes entraînés dans la tourmente. Un dernier mot, Pascal Boniface, sur Donald Trump. Comment est-ce que vous analysez son comportement ? Là, il parle de paix maintenant. Bravo à tous, a-t-il écrit, hein, malgré les 800 morts en Iran, la trentaine de morts en Israël. Qu'avait-il à gagner, Donald Trump, dans cette intervention dont on ne connaît même pas la finalité stratégique ? Oui, pour l'instant, il a apparu un peu comme le suiveur de Netanyahou. C'est Netanyahou qui a lancé la guerre et Donald Trump a suivi. La seule façon pour lui de récupérer une sorte de leadership, c'est de dire je suis intervenu et tout s'est arrêté. Tout s'est arrêté après l'intervention américaine. Mais s'il y continue à avoir des échanges de tirs entre Israël et l'Iran, il est déconsidéré et c'est lui qui apparaît comme finalement le vaincu. C'est pour cela que je pense qu'il va mettre une pression très forte sur Israël pour que ces bombardements arrêtent. Et de son côté, le régime iranien a besoin de cesser le feu pour pouvoir prendre une respiration et simplement ne pas mettre en jeu sa survie. Les Israéliens disent que leurs objectifs militaires, en tout cas, sont atteints. Nous avons éliminé, disent-ils, une double menace existentielle dans le domaine balistique et dans le nucléaire. Ça reste de la propagande. Personne ne peut dire ce que ces 12 jours ont réellement changé, au fond. Non, parce qu'il faudrait être dans le cœur du réacteur, si j'ose dire, pour savoir ce qui s'est passé vraiment. Donc, on ne sait pas. Mais à partir du moment où Israël dit officiellement qu'ils ont atteint leurs objectifs, la poursuite des tirs sur l'Iran devient moins compréhensible et moins acceptable, y compris pour ses plus grands alliés. L'Iran continue de vouloir calmer le jeu, hein. Le régime dit encore ce matin que le tir d'hier contre la base américaine au Qatar n'était pas un acte contre Doha. Le régime a bien calibré et prévenu avant de frapper. C'est un message politique. Nous ne voulons pas l'escalade. Oui, effectivement, parce qu'il n'en a pas les moyens. L'Iran n'a pas les moyens de frapper très fort et surtout,
En fait, il ne veut pas antagoniser ses relations parce qu'il a fait, alors avec le Qatar, il n'a jamais été fâché, mais il a fait la paix avec l'Arabie saoudite et les Émirats arabes unis, ce qui n'était pas le cas pendant le premier mandat de Trump. Et donc, il serait très dommageable pour son statut de se faire des nouveaux ennemis. Il n'en manque pas, et ce n'est pas la peine de se faire des nouveaux ennemis avec les Saoudiens et les Émiratis, avec lesquels il s'est réconcilié. C'est pour cela d'ailleurs qu'il ne bloque pas les 3 d'Ormuz, parce que ça aussi, ça serait mal pris du côté de la Chine, qui a besoin de ce détroit pour son approvisionnement énergétique. Oui, pas besoin de nouveaux ennemis. L'Iran n'a pas beaucoup eu d'amis dans cette guerre. Il n'a pu compter sur personne au final, aucun de ses alliés, que ce soit commerciaux, Ah, parce qu'il n'a pas d'alliés, il n'a que des partenaires. Les BRICS, des c'est pas une partenaires, alliance, exactement. justement. Oui. Oui, on l'a bien vu, c'est pas une alliance militaire, c'est pas comme le G7 ou l'OTAN, et donc les pays vont condamner, mais ils ne vont pas venir au secours de l'Iran militairement. La Russie parce qu'elle veut garder des bonnes relations avec Trump, et la Chine parce qu'elle ne veut être en rien impliquée dans une guerre. Mais la Chine capitalise en montrant que ceux qui bombardent, ce sont les États-Unis, et ceux qui respectent le droit international, c'est la Chine. Donc la Chine regarde ceci avec gourmandise parce que ça conforte son statut international de puissance calme par rapport à une puissance belliqueuse que sont les États-Unis. Vous parliez tout à l'heure du Qatar, Pascal Boniface. Trump s'est entretenu avec l'émir pour qu'il puisse convaincre Téhéran d'accepter cette trêve. Le rôle du Qatar, il a été une nouvelle fois central dans cette affaire? Ah, le Qatar, c'est la puissance médiatrice. Comme il parle avec tout le monde, y compris avec des gens que les autres ne veulent pas fréquenter, et ben, ça permet d'avoir un accès. On l'a vu avec les talibans, on le voit avec l'Iran. Et donc, il y a des gens avec lesquels les États-Unis ne veulent pas parler directement. Et le Qatar permet de parler indirectement parce que si les États-Unis ont bombardé l'Iran, si on veut qu'il y ait un cessez-le-feu, c'est bien entre Américains et Iraniens que ça doit se décider. Et donc, il faut les toucher indirectement. Et le Qatar est cette voie indirecte de communication. Si c'est la fin de la guerre, on peut dire quoi? Quelle leçon en tirer? Le régime iranien, d'abord, il a vacillé? Il a vacillé, mais il s'est renforcé. Il s'est renforcé parce qu'il va durcir la répression. Et on a bien vu que, contrairement à ce que disaient certains, même la population qui n'aime pas ce régime, on sait que 80% des Iraniens n'aiment pas ce régime, ils sont hostiles, mais ils ne veulent pas être bombardés. Et on n'accueille jamais les bombes dans la joie. Et donc, ce n'est pas en bombardant un pays qu'on gagne une popularité. Donc, on peut dire que, on peut le déplorer d'ailleurs, le régime a renforcé son emprise sur le pays avec ces bombardements. Il aurait pu être renversé s'il y avait une intervention beaucoup plus forte, il ne l'a pas été. Et on peut penser qu'il a au contraire, une fois encore, il va peut-être durcir la répression et que les opposants ont été réduits au silence du fait de ces attaques extérieures. Et sa dissuasion iranienne, est-ce qu'elle est détruite ou pas, ou affaiblie juste? Alors, elle est certainement retardée. Il y a forcément des dégâts par rapport à l'ampleur des bombardements. Mais est-ce que la détermination de l'Iran à avoir un nucléaire a été atteinte? Non. Et puis, il y a bien sûr la voie de l'uranium 231 avec les usines d'enrichissement. Mais on parle moins du plutonium 238 qui se passe par d'autres voies. Et en tous les cas, on peut craindre que la volonté iranienne d'aller vers le nucléaire d'une façon ou d'une autre pour ne plus être attaquée ait été renforcée par ces frappes.